Hello, hello. Ah, c'est frustrant, on ne voit pas. Ok, on est déjà connecté avec tout le monde et on vous remercie beaucoup d'être présent avec nous pour ce webinaire qui va nous permettre de vous présenter la complexité en coaching à travers les pratiques narratives. Donc j'espère que vous m'entendez tous bien. N'hésitez pas avec le chat à nous mettre vos commentaires et aussi vos questions pendant ce chat, ça vient. pendant cette. Et donc je vous remercie. On est très heureux de vous rencontrer autour de notre intérêt commun sur l'approche narrative. Et on est ensemble donc pour une présentation d'1 heure qu'on clôturera par un temps de questions-réponses. Et vous pouvez tout au long de ce webinaire poser vos questions dans la chatbox. Alors, j'espère que tout le monde m'entend bien parce que je n'ai absolument pas de retour, moi. Voilà, super. Merci beaucoup pour vos messages dans la chatbox. Bonjour à tout le monde. Merci, le son est OK. Parfait, parfait. Alors, on va pouvoir nous embarquer dans ce joli voyage et je voulais d'abord vous dire un petit mot sur le collectif narratif. En 2004, Isabelle Laplante et Nicolas Debert, qui étaient fondateurs de l'école de coaching Média de Coaching, ont importé l'approche narrative puisqu'ils ont rencontré Michael White, on va en parler tout à l'heure. Ils ont permis le développement de l'approche narrative en France. Et nous avons été au sein du collectif narratif, dont vous voyez les portraits des participants s'afficher. On a été formés par eux au coaching et à l'approche narrative et on a repris leur flambeau depuis quelques années. Et nos savoir-faire proviennent à la fois des sciences sociales et aussi du monde de l'entreprise. J'ai beaucoup de bruit derrière moi. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose. J'espère en tout cas que ça ne vous perturbe pas dans l'écoute. Et donc, le collectif narratif enseigne... Ok, il y a quelqu'un qui met un petit mot. Le collectif narratif enseigne les pratiques narratives au sein de l'IFOD, dans le cadre d'une formation de 9 jours, qui est une formation certifiante dont on vous parlera un peu plus ultérieurement. Et on enseigne également dans le cadre d'un master de coaching à Dauphine. On intervient auprès de coachs internes de différentes organisations, d'emploi, d'autres endroits. Et on est vraiment spécifiquement praticien et on accompagne des personnes, on accompagne des équipes depuis de nombreuses années sur des problématiques professionnelles particulièrement, avec le soutien riche et très aidant de l'approche narrative. Et dans quel champ d'intervention on peut retrouver l'approche narrative? On peut le retrouver dans le domaine social, en thérapie, dans la formation, l'éducation, l'orientation. Dans un grand domaine d'accompagnement, on y reviendra tout à l'heure, avec des modalités à la fois individuelles et collectives. Et donc, il est temps maintenant de passer à la phase de présentation de mes chers collègues que vous voyez présents à mes côtés aujourd'hui. Et donc, je vais vous proposer que chacun vous salue, vous donne les prénoms, et puis ensuite, on continuera notre voyage ensemble. Alors, je passe. Voilà. Non. Hop, hop. Oui, mais quelqu'un d'autre fait en même temps que moi. Voilà, c'est les joies du distanciel. Bonjour, Henri. Je suis très heureux de vous accueillir. Moi, je suis Isabelle et je suis aussi très contente d'être avec vous aujourd'hui. Et moi, c'est Laurence et j'ai faim, mais je suis quand même contente de vous voir. Et moi, c'est Philippe et je vais essayer de rester collé au peloton. Et je vous propose qu'on poursuive maintenant à travers l'histoire, quelques éléments d'histoire sur les pratiques narratives. Et je te passe la parole, Philippe. Merci. Donc, c'est allé trop vite. Donc, pour entamer ce bref, mais nous l'espérons captivant voyage à la découverte des pratiques narratives, nous vous proposons tout d'abord un rapide survol des origines et de l'histoire récente de cette approche. En fait, les pratiques narratives sont le fruit d'une rencontre entre deux personnes assez charismatiques, Michael White et David Epstein, qui ont exploré et développé ensemble cette démarche à la fin du siècle dernier. Michael White, qui était né en 1948, que vous voyez ici sur la gauche de l'écran,
Il est né en Australie et malheureusement, il est décédé en 2008, ce qui nous a laissé bien seuls. Et c'est certainement l'homme le plus connu et le plus représentatif de ce mouvement. À l'origine travailleur social, il est devenu ensuite thérapeute familial australien et il a notamment fondé le Dulwich Center à Adélaïde, en Australie, puis le Narrative Practices Adélaïde, un autre centre d'approche narrative, peu de temps avant son décès en 2000. Quant à David Epstein, que vous voyez ici sur la droite, lui, il est né en 1944 au Canada, il est toujours bien vivant. Il s'est installé en Nouvelle-Zélande quand il avait une vingtaine d'années et il est devenu de la même manière travailleur social, puis psychothérapeute et professeur d'université respecté aujourd'hui. En fait, les pratiques narratives sont en quelque sorte une mise en concept et une mise en action de leur travail avec les familles tout d'abord, les couples, les individus et les communautés et minorités, notamment aborigènes, comme vous pouvez l'imaginer, dans ces régions du monde. En fait, ensemble, Michael White et David Epstein ont marqué un premier pas sur la connaissance de cette approche, notamment effectivement par la publication en 1990 d'un livre important qui s'appelle « Les moyens narratifs au service de la thérapie », le premier texte majeur de ce qui allait être ultérieurement connu sous le nom de cette thérapie narrative. Michael White et David Epstein ont noué une amitié éthique et se sont nourris de différentes courants de pensée. Leurs origines géographiques ne sont sans doute pas étrangères à leur positionnement éthique. En effet, leur approche nous propose notamment une décentration de notre point de vue sur le monde, sur la vie, sur l'accompagnement. Et comme vous le savez bien évidemment, les cartes du monde ne sont pas des images neutres. Il y a de nombreuses façons de représenter notre planète, ses mers et ses continents. La carte Peters que je vous propose ici redonne à chaque pays sa taille réelle et propose une projection inversée des continents. Ce renversement peut aider à déconstruire certaines de nos représentations. Et comme vous le voyez ici, les pratiques narratives sont peut-être bien descendues depuis l'Océanie vers le monde occidental. Les pratiques narratives se sont illustrées initialement dans le champ de la thérapie familiale, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour s'étendre par la suite à de nombreux domaines. Le domaine des traumatismes, des désordres alimentaires, de la schizophrénie et de la dépendance, au moins dans le domaine de la thérapie. Et au fur et à mesure de leur diffusion dans le monde, en fait, les pratiques narratives ont investi de nouveaux domaines, des domaines plus riches, des domaines d'action différents tels que le coaching professionnel, le travail social, l'éducation et de nombreux autres métiers liés à l'accompagnement. Et comme l'évoquait tout à l'heure Isabelle, c'est en 2004 que Michael White est venu animer pour la première formation en France aux pratiques narratives, invité par Isabelle Laplante et Nicolas Debert. Et depuis lors, cette approche narrative connaît, il faut le reconnaître, un développement extrêmement important dans notre pays, grâce bien évidemment à l'enrichissement sensible qu'elle apporte à toute démarche d'accompagnement. Nous avons évoqué ce collectif narratif initié par Isabelle et Nicolas en 2018, dont nous faisons partie, et nous avons donc repris le flambeau de cet enseignement, notamment au sein de l'IFOD. Pour en revenir à Michael White, il était à la fois un praticien et un chercheur. Et il a nourri sans cesse sa pratique d'une réflexion et d'un approfondissement théorique très ouvert, et a nourri sans cesse ses recherches de sa pratique intense, originale, humble et audacieuse. Et c'est ce que nous essayons aujourd'hui de faire, nous les praticiens narratifs, dans une recherche continue d'évolution, d'ouverture et d'innovation. Mais je vais laisser maintenant Laurence vous en dire un peu plus sur les origines et les fondements des pratiques narratives. Merci Philippe. Alors oui, effectivement, avant d'explorer plus concrètement et plus avant les pratiques narratives, il nous semble important à ce stade de situer cette approche dans son champ théorique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette approche était empirique à son démarrage et résultait des travaux de Michael White et de David Epstein avec des familles, avec les communautés qu'ils accompagnaient. Et qu'elle a été théorisée, cette pratique, dans un second temps. Ce qui nous fait dire que les pratiques narratives, en fait, sont une mise en action sur le terrain de la relation d'aide, de réflexion qui relie différents courants de pensée. Vous avez déjà le constructionnisme social avec notamment Kenneth Gergen, qui était un psychologue américain de la fin des années 80. Vous avez également l'anthropologie culturelle nord-américaine avec Gregory Bateson et son concept de double description
Il faut savoir que Michael White s'est formé à Palo Alto, à la théorie de Palo Alto, et également une autre anthropologue culturelle nord-américaine, la seule femme de ce joli portrait de famille, c'est Barbara Meyerhoff, pour qui l'identité est une construction sociale au sein d'une communauté d'appartenance. Et ces travaux ont beaucoup inspiré Michael White, notamment dans tout ce qui était les sons, même les cérémonies définitionnelles. Vous avez aussi le lien avec la psychologie du développement et les travaux du pédagogue psychologue russe Lev Vygotsky, qui, pour certains d'entre vous, connaissent peut-être déjà ce concept de la zone proximale de développement. Et il a démontré notamment que les interactions sociales sont primordiales dans les apprentissages. Il a fait aussi le lien avec la philosophie critique française, vous les repérez dans ses portraits. Vous avez Jacques Derrida, Michel Foucault, les philosophes de la déconstruction. Vous avez Paul Ricoeur avec l'identité narrative, tout son concept autour de l'ipse et l'idem. Gilles Deleuze aussi et sa suggestion d'aborder les problèmes comme des multiplicités dispersées. Et enfin, il a fait le lien avec la sociologie, hein, vous avez Pierre Bourdieu, voilà, et la théorie littéraire de Jérôme Brunner. Et je vais juste m'appesantir un tout petit peu dessus. Jérôme Brunner, pour qui le sens des choses ne se construit pas dans le cerveau, mais est donné par la culture. Il a vraiment beaucoup inspiré Michael White. Et alors, dans ce portrait de famille, vous allez dire, mais que fait Marcel Proust? Eh bien, Marcel Proust, il est là parce que la richesse de ses descriptions est on va dire un modèle intarissable pour tout praticien narratif. Alors, toutes ces personnes avaient la particularité de prôner la distinction, la différence, la richesse des descriptions, l'exception, et de critiquer la partie de la pensée moderne qui impose la conformité, le diagnostic, la quête de la vérité, l'objectivité, l'universalisme. Et peut-être qu'Henri, tu pourrais nous expliquer ce que cette philosophie en action implique pour la posture du praticien narratif. C'est une bonne question. Alors, il y a un slide que vous voyez là. Il y a deux personnages et un échafaudage. L'échafaudage est en bambou, il est tout en légèreté, il est très aérien et l'on en trouve souvent dans les pays d'Asie. Il s'adapte à la structure du bâtiment, il est écologique, il est souple, il se plie aux intempéries, comme le bambou dans la fable, il ne rompt pas. Alors comment monter cet échafaudage? Autrement dit, comment accompagner son client, le narrateur, dans ce cheminement très spécifique que sont les pratiques narratives et le questionnement narratif, présenté ici sous la métaphore, donc on y revient, de l'étayage d'une construction en devenir, l'étayage d'une conversation en devenir. Mais ça aurait pu être tout aussi bien une carte. Et là encore, avec les réponses du client narrateur, il est possible de co-construire, de dessiner l'itinéraire et la destination sans que cet itinéraire et cette destination soient connus à l'avance. Alors, Michael White emploie deux mots pour décrire cette conduite d'entretien. Il parle de posture, posture décentrée et posture influente. Une façon d'être authentique vis-à-vis de son client, le narrateur. Alors, quel en est le principe? C'est notre interlocuteur qui sait. Il est l'expert de sa vie, lui, le narrateur, qui, en nous parlant de ce qu'il vit, en répondant à notre invitation de nous aider à l'aider, va s'aider lui-même. Comme le rappelait Philippe, c'est en effet auprès des aborigènes d'Australie, en écoutant leurs histoires de vie, en respectant leur culture, leurs identités, leurs aspirations, ce qui, à nos portes, est aujourd'hui foulé aux pieds, que ces termes, il les emploie pour définir ce qui est sa propre attitude vis-à-vis de ses clients. Un positionnement éthique, en effet, qui est pour moi l'un des fondements des pratiques narratives. Alors, pourquoi décentré et influent? Décentré, c'est le narrateur qui est au centre de la conversation. Le praticien accorde la priorité aux connaissances et aux compétences de ses interlocuteurs. Si le client est au centre,
le praticien est décentré dans une attitude de non-savoir, de curiosité, de perplexité, qui laisse toute sa place à l'autre. Et pourquoi influente? Il s'agit de construire, au moyen de ces questions, de ces conjonctures, de réflexions, cet échafaudage que vous avez là sous les yeux, noué à partir des mots et des expressions du narrateur. Ils lui permettront d'écrire de façon plus complexe, plus élaborée, d'autres histoires, d'autres récits, entrevus, en le reconnectant à ses aspirations, à ses valeurs, à ses rêves. Il y a une méthode pour cela dont Isabelle va vous entretenir, c'est l'externalisation, Isabelle. Ok. Merci Henri. Et j'avais envie de vous poser une question. Qui d'entre vous, et je vous propose de répondre dans le chat, qui d'entre vous n'a jamais rencontré de problème dans sa vie? En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Et j'ai envie de vous partager le fait que les problèmes qu'on rencontre dans notre vie sont en général, on les considère en général comme étant inhérents, internes à nous-mêmes ou du fait de nos relations. On considère qu'ils sont le reflet de certaines vérités de notre nature, de notre personnalité, de notre caractère, notre histoire, en bref, que les problèmes qu'on rencontre dans notre vie, ça serait vraiment le reflet de notre identité ou d'identité des autres, ou encore l'identité des relations qu'on entretient avec les autres. Et donc, on a plutôt tendance à croire que nos problèmes, tout ce qui nous pose difficulté, le fait que je me sente trop timide ou que j'ose pas, et toutes les questions qui font que les personnes viennent consulter, elles seraient plutôt inhérentes à notre moi, avec des guillemets, ou au moi des autres. C'est-à-dire que finalement, on va être amené à considérer, à penser que c'est soi-même, nous-mêmes, ou les autres, ou la relation qu'on entretient avec les autres, qui sont en fait le problème, que je suis un mauvais coach, c'est pour ça que j'arrive pas à certaines choses, ou que je suis timide, ou que je manque de rigueur. Et cette manière de faire, on se rend compte qu'elle conditionne fortement tous les efforts que je vais faire, qu'on va faire pour résoudre son problème, et que malheureusement, souvent, ce genre d'effort, juste, il va produire le contraire, c'est-à-dire que souvent, il va enfermer, enfoncer la personne encore plus dans le problème, ou même il va même exacerber, donner au problème encore plus de pouvoir dans sa vie. Alors je vous raconte tout ça parce que un des éléments essentiels, fondateurs, un des nouveaux territoires vraiment qui a été ouvert par l'approche narrative, consiste vraiment à accompagner les personnes ou les équipes à se représenter concrètement le problème sous forme de conversation qu'on va appeler externalisante, et parfois même à amener la personne à personnifier le problème. Et donc, externaliser le problème en approche narrative permet au problème de devenir comme une entité séparée de soi, séparée de nous-mêmes, et donc située à l'extérieur de la personne ou de la relation à qui on attribue le problème. Ça ne veut pas dire que les personnes ne sont plus responsables. Ça, c'est vraiment important de le noter. Mais ça permet vraiment d'aider la personne à développer des stratégies, et je vais y revenir après. Et donc, un des postulats en approche narrative, c'est que les personnes n'ont pas intérêt, ou les groupes n'ont pas intérêt, aucun ou pas de bénéfice à souffrir, et que les clients et les équipes qui viennent nous consulter, elles souhaitent toujours se libérer du problème. C'est vraiment un de nos postulats de base. Et donc, l'approche narrative, elle considère que le problème, c'est le problème, que la personne, c'est la personne, et que la personne, c'est pas le problème. Et l'externalisation du problème, ça va vraiment permettre à la personne de retrouver de la capacité à agir. J'adore mon chat qui donne un grand coup de pied là, au problème et qui l'éjecte hors de sa vie. Vraiment permettre à la personne de retrouver de la capacité à agir, de lutter contre le problème. Et on ne va plus chercher à savoir qui est responsable du problème. Bien sûr, c'est mon collègue qui est responsable du problème dans la relation avec lui parce qu'il n'est pas respectueux. Ou c'est ma timidité qui fait que je n'ose pas prendre la parole comme je le voudrais, etc. et blablabla. Mais on va ouvrir la voie à vraiment une coopération des uns avec les autres pour surmonter, pour contourner, pour dissoudre, voire pour combattre le problème, trouver des meilleures stratégies
Et on va même aider les personnes à développer des stratégies. On va parler dans ces termes-là. Et ça va permettre aux gens de se sentir beaucoup plus libres, beaucoup plus légers, pour trouver une manière moins enfermante, moins culpabilisante, et donc plus efficace pour traiter et pour trouver des façons d'agir contre les problèmes, même les problèmes les plus sérieux et les plus difficiles. On accompagne des gens, des fois, qui ont vraiment des gros problèmes qui sont très pesants dans leur vie. La personne, elle va sortir ainsi d'un monde un peu figé, voire très figé, statique, où les problèmes étaient plutôt considérés comme intrinsèques, internes à leur relation, et vont pouvoir aller dans un nouveau monde, ou un monde qu'ils connaissaient déjà mais auquel ils n'avaient plus l'occasion d'aller, un monde d'expérience qui va leur offrir des nouvelles possibilités, des nouvelles occasions d'agir autrement. Et là, je cite vraiment Michael White. Et voilà, donc vraiment sur cette externalisation des problèmes, c'est au cœur de l'approche narrative. Et j'avais maintenant envie de passer la parole à Philippe, qui va vous parler des pratiques narratives et pourquoi est-ce qu'on parle d'histoire. Une autre des hypothèses effectivement fondamentales de l'approche narrative, c'est que ce sont nos histoires qui façonnent nos vies. En fait, nous partons de l'hypothèse que notre identité se construit et se reconstruit à partir de nos histoires et de nos relations, et que ce n'est pas l'inverse. Mais qu'est-ce qu'une histoire en fait? Ici, nous avons représenté effectivement un certain nombre de petites croix et qui représentent des événements de notre vie qui se passent tous les jours. Et une histoire, pour nous, ce sont justement des événements qui sont reliés entre eux, en séquence, à travers le temps, autour d'une intrigue, avec des personnages. Et tous ces événements reliés entre eux constituent effectivement progressivement une histoire, cette histoire qui nous tient, qui nous soutient. Et en fait, les histoires que nous racontons sur nous-mêmes et nos relations, ou que d'autres nous contraignent parfois à adopter sur nous-mêmes et à tenir pour vraies, nous considérons qu'elles sont créées en reliant entre eux certains événements, et pas tous, certains événements pour en faire des séquences organisées dans le temps. Et nous partons du principe qu'en fait, une toute petite partie des événements de notre vie sont retenus dans cette séquence, alors qu'il y en existe beaucoup plus. Une petite illustration sur cet événement-là. Ici, par exemple, on a relié ensemble quelques événements au travers de cette ligne rouge que vous pouvez voir. Ce n'est pas très facile à voir. Mais donc, c'est une des manières qu'on a pu utiliser pour constituer une histoire. Et une fois que ces événements sont reliés entre eux, nous nous débrouillons pour donner du sens à cette séquence organisée. Nous passons notre temps, en fait, à donner du sens à notre vécu. Et c'est ce sens, en fait, qui va déterminer le thème de l'histoire, qui est l'histoire qu'on va qualifier de dominante. Et en fait, Michael White pose l'hypothèse que, effectivement, certaines histoires, puisque nous avons multiples histoires, que certaines histoires dominent à certains moments au point de ne plus laisser d'espace à la personne pour qu'elle puisse mettre en scène ses récits préférés. En effet, on l'a vu, une grande partie de l'expérience vécue est retenue dans le filtre de ce que l'on nommera l'histoire dominante. C'est cette fameuse histoire rouge, c'est celle qui est la plus présente, la plus prégnante. Et une bonne partie de cette histoire n'a jamais été représentée, jamais racontée, etc. Habituellement, moi, en tout cas en tant que coach, lorsque les gens viennent me consulter, c'est qu'ils expérimentent une difficulté dans la vie. Ils me racontent des événements et partagent avec moi le sens qu'ils leur donnent. Ce sens, c'est effectivement le thème de leur histoire dominante. Et ce thème, il est imprégné à saturation souvent par le problème ou la difficulté ou l'ennui dans laquelle ils se sentent réellement englués. Ça peut être toutes sortes de situations. Ça peut être l'incapacité à s'organiser, la fameuse procrastination, le fameux manque de confiance en soi, la difficulté à prendre sa place, la fuite devant les conflits, bref, toutes sortes d'histoires dominantes qui peuvent nous prendre à certains moments donnés de notre vie. Et pour raconter leur histoire, les gens, effectivement, sélectionnent un certain nombre d'événements du présent et du passé qui collent au thème qui est apparent pour eux et négligent bien évidemment souvent la plupart des événements au travers desquels ils sont passés, qu'ils ont vécu, qui ne corroborent pas cette histoire. Et c'est ce qu'on va appeler effectivement cette histoire dominante que vous voyez ici illustrée en rouge. Et la difficulté de ça, c'est comme vous pouvez l'imaginer, une bonne partie de ce qui nous arrive, une bonne partie des événements qui se passent autour de nous, nous n'en avons aucune conscience. Et toutes les complexités d'une situation particulière
vont être écartés par cette histoire dominante pour ne laisser qu'une histoire très pauvre, très mince, très réductrice, à partir de laquelle la personne qui vient nous voir ne peut tirer que des conclusions négatives sur elle-même. En fait, c'est à ce moment-là qu'on va parler, nous, justement, pour répondre un peu à une question auparavant, on va parler de quelqu'un qui se trouve sous l'emprise d'un problème, quel que soit le mot que vous dites qu'on puisse utiliser pour définir ce problème. Et n'ayant pas trouvé les moyens d'y faire face, il est en plus de plus en plus confronté à l'échec, à la notion d'échec. Et notre rôle de praticien, en tout cas de praticien narratif, ça va être d'aider les personnes à entrouvrir ces œillères qui leur bouchent la vue, à mettre en lumière des événements négligés de leur vie qui ne vont pas dans le sens de l'histoire problématique, à essayer de donner du sens à ces événements, à les relier entre eux, afin de faire apparaître d'autres histoires, d'autres thèmes, beaucoup plus riches, et par là même une identité différente de celle dans laquelle ils se sentent englués. Ce pourrait être par exemple cette ligne verte que je fais apparaître sur ce PowerPoint, ou cette ligne jaune, ou encore d'autres histoires. Il y a tant d'autres histoires possibles, tant d'autres histoires qui irriguent notre vie. Et ainsi, progressivement, nous allons pouvoir accompagner nos clients à recouvrer, ce qui est notre objectif, recouvrer leur capacité à agir, à redevenir capables, à redevenir auteurs de leur vie. Et comment on s'y prend? Maintenant, Laurence va tout vous dire, ou presque. Comment il s'y prend le praticien? Tout d'abord, en adoptant cette posture décentrée et influente dont Henri nous a parlé un peu plus tôt, et en élaborant des questions dites en échafaudage, c'est-à-dire des questions qui vont permettre aux clients de pouvoir mettre en lumière de fines traces d'une autre histoire possible que l'histoire dominante dont Philippe vient de vous parler. C'est-à-dire d'aller voir les fois où le problème est moins présent ou voire pas présent du tout, ce qu'on appelle des exceptions. Et ce, dans la partie du paysage de l'action, c'est-à-dire finalement dans les événements de la vie du narrateur, dans les actions qu'il mène, d'aller éclairer ces zones d'ombre qui ne sont pas à la conscience immédiate de notre narrateur. Et une fois qu'on arrive ainsi à tirer un premier fil d'une exception, d'une fine trace, d'une autre histoire qui pourrait s'écrire, on va petit à petit relier ces événements au paysage de l'identité. Le paysage de l'identité, c'est ce qui regroupe en fait les intentions de la personne, dans quoi il croit, ses buts, ses espoirs pour sa vie, ses rêves, ses engagements. C'est-à-dire que par des questions du style, donc vous avez vous me dites, réussi à parler à votre collaborateur mardi dernier. Qu'est-ce que ça nous dit de votre intention à ce moment-là? Qu'est-ce qui était important pour vous? Donc vous voyez, on va essayer de relier ainsi les actions du narrateur avec ce qui est important, avec son paysage de l'identité. On va aussi faire rentrer des personnages parce que dans toute bonne histoire, il y a des personnages, bien entendu, et que parce que tout est relationnel. La relation à soi est médiatisée par sa relation à l'autre. Il n'y a pas de relation directe à soi. Elle est toujours. On peut pas s'aimer si on n'a pas été soi-même aimé, en quelque sorte. Donc en fait, on va également tisser des questions avec ce paysage de la relation, c'est-à-dire des relations du narrateur avec les personnes qui ont de l'importance pour elle ou les personnes qu'on appelle des personnes de soutien. Voilà, donc c'est le praticien va faire un tissage entre ces paysages, paysage de l'action, paysage de l'identité et le paysage de la relation, pour que d'autres histoires surgissent dans la vie de nos clients, des histoires alternatives, des histoires de compétences, des histoires préférées.
C'est comme si, en fait, vous voyez, les deux paysages pouvaient se refléter, ou les trois paysages les uns dans les autres, et ça à l'infini quand tout va bien. Mais dans les histoires que l'on se raconte ou que les autres racontent à notre propos, il arrive que dans les conclusions négatives dont Philippe nous a parlé, les conclusions qu'on tire de ces histoires-là, il y ait qu'elles soient soufflées, ces conclusions, par d'autres protagonistes qui nous imposent leur vérité, des vérités normatives, des personnes d'importance peut-être. Et alors nous voilà perdus dans la norme. Et que pourrais-tu nous en dire, Henri, plus précisément? C'est une bonne question, là encore. Pour mieux s'orienter dans les pratiques narratives, en effet, cette question est centrale et on saisit mieux la portée de ces pratiques si on déroule ce double fil rouge du pouvoir et de la norme. Ces deux notions relient entre elles tout ce dont on vient de vous entretenir, le problème, l'histoire unique, l'externalisation, la posture du praticien. Elles permettent en effet, pouvoir et norme, aux praticiens, aux clients, dans ce dialogue privilégié que sont les pratiques narratives, d'ouvrir des champs d'investigation à plusieurs niveaux. D'abord, peut-être, cette idée de pouvoir, c'est l'histoire d'une emprise. C'est l'emprise du problème dont on vient de vous entretenir. Une idée fixe, une image que l'on a de soi-même ou une image que l'on vous colle. Des traits de caractère aussi qui nous entravent et dans lesquels nous sommes enfermés, que l'on essentialise, comme on dit aujourd'hui, et qui nous figent dans une historique envahissante. Des normes de prescription à tout moment, relayées par les gazettes, notamment, et les réseaux sociaux dont on mesure aujourd'hui l'extraordinaire portée d'influence. Alors, le but de ces conversations narratives, c'est de dénouer cela, en effet, de le déplier, de dissoudre cet agrégat de compacité négative. C'est quelque chose qui est à l'œuvre, qui ressemble bien à une prise de pouvoir, des normes, sur nous-mêmes, et qui s'exerce à nos dépens. Nommer le problème, en effet, le mettre à distance, en faire un personnage que l'on pourrait façonner, en guetter les ruses, débusquer les moyens de son emprise, c'est retrouver du pouvoir de fait, retrouver, une manière de se reposséder soi-même. Alors, je n'évoque pas ici, parce que c'est un lien social qui nous unit, le pouvoir entendu comme règle de vie en commun, ce qui fait qu'il y a du lien social possible. Mais ce que j'évoque ici, c'est le pouvoir comme norme, comme assujettissement à la norme, et Michel Foucault s'est, offert à cet Australien, Michael White, dans son insularité. Il en est sorti. Il est allé lire ces auteurs français, notamment, dont parlait tout à l'heure ma chère collègue Laurence. Il est allé lire Michel Foucault. Il les a lus en anglais et il nous les rapporte avec une vision nouvelle, renouvelée, assortie d'une puissance que nous n'avions pas, nous, Français, pourtant qui avons directement accès à ces auteurs, que nous n'avions pas mesuré. Il est sorti de son insularité et il nous désincarcère. Je ne rentrerai pas exactement dans le détail du pouvoir souverain et du pouvoir moderne développé par Michel Foucault et que reprend à son compte Michael White. C'est celui qui oppose le siècle de Louis XIV dans ses faces, dans ses pompes, dans ses solennités, dans sa verticalité, à ce qui aujourd'hui se joue pour nous, c'est l'horizontalité de nos sociétés contemporaines, au sens horizontalité que l'on constate notamment dans l'existence de ces réseaux sociaux. Et la nouveauté pour nous modernes, c'est le passage d'un usage extérieur de la puissance et de la contrainte au fait que nous soyons devenus pour nous-mêmes des prescripteurs de conduite, de règles, de normes. Ce n'est plus exactement ce que évoquait au début du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, je pense, l'architecte Jérémy Bentham, celui qui construisait des prisons où le surveillant voit sans être vu, mais plus accentuée encore, cette image, celle du moment de la reconnaissance faciale, par exemple, de nos outils qui nous prolongent, nos smartphones, où l'on
à des fins commerciales, on exploite un petit peu nos tendances, ou bien à des fins peut-être plus policières, hein, la reconnaissance et l'identification généralisée. Nous y consentons. Nous sommes, pour forcer le trait, dans un univers d'une nouvelle servitude volontaire dont on pourrait ressentir, je vous livre ça comme un exercice que vous pourriez faire. Qu'est-ce que c'est que la transparence? Qu'est-ce que c'est que l'immédiateté? Qu'est-ce que c'est que l'anonymat? Quel usage en fait-on? Par cette nouvelle usage de cette servitude volontaire, de l'horizontalité des sociétés 2.0. Alors, ne pas être dans cette norme-là, c'est d'une certaine façon entrer en résistance, ne pas faire en sorte que nous soyons, nous, des praticiens naïfs, mais des praticiens attentifs à ces normes qui peuvent s'emparer de nos clients. C'est bien de cela dont il s'agit dans les pratiques narratives. Alors, je vais laisser à Isabelle le soin de déplier devant vous ce que sont les documents dont on se sert pour exercer notre métier. Isabelle. Ok, je diminue juste mon micro. Je vais vous dire un petit mot sur Once Upon a Time. En fait, on avait envie de très légèrement venir effleurer ce sujet qu'on appelle la documentation narrative. J'espère que vous êtes bien prêts à très très curieux de savoir ce que je vais pouvoir vous raconter. Et l'approche narrative, vous voyez bien, vous avez entendu, c'est vraiment un accompagnement, une pratique du raconter, qui va s'appuyer sur des mots, qui va s'appuyer sur le langage, à la fois oral, on l'a bien entendu, mais aussi par les mots à l'écrit. Et comment ça fonctionne? En fait, l'accompagnement narratif, il consiste à des conversations entre ce qu'on appelle donc le praticien et la personne qui vient nous voir, qui peuvent, c'est pas une obligation, mais on le fait très très souvent, clôturer notamment, c'est une des façons de mettre en œuvre l'écrit dans l'approche narrative, qu'on va clôturer les séances par un petit texte, par un grand texte, par une histoire, par un poème, ou toute autre forme écrite que le praticien, donc l'accompagnant, va écrire et qu'il va remettre ou envoyer à la personne qui l'accompagne. Et comment concrètement est-ce qu'on fait? Tout au long de la séance, on va relever avec soin. Avec soin ne veut pas dire avec précision, mais veut dire avec fidélité. On va être extrêmement fidèle à ce qui va être prononcé par la personne qu'on accompagne, puisque dans la posture du praticien, il n'a pas aucune interprétation à faire de ce qu'il entend. Et ça, je peux vous dire que c'est un vrai travail tout le temps, quotidien, remis sur l'ouvrage de sa posture de praticien. Et donc, on va être très attentif à ce qu'on entend. On va relever avec soin les mots qui émergent de la conversation, les métaphores, les images, la façon dont la personne parle de son problème, la façon dont la personne parle des exceptions, etc. Et surtout, on va être très attentif à la façon dont la personne nous parle de ses compétences de vie cachées entre les arbres, les compétences de vie. Également, on va être attentif aux espoirs que la personne va identifier, en tout cas qu'on va entendre à travers les mots, à travers les histoires qu'elle nous raconte. Et puis ensuite, on va restituer tout cela sous forme d'histoire, sans interprétation, je pense que vous l'avez compris, sans déformation, sans jugement, évidemment, au plus près des mots qu'on a entendus. Et on va lire, par exemple, à la fin de la séance, où on va envoyer notre texte ou notre petit poème à la fin de la séance. Et je vois bien plein de questions qui s'affichent. Et merci pour toutes vos questions. On va les garder et on pourra y répondre pour que tout le monde puisse en profiter à la fin de notre webinaire. Et donc vraiment, l'idée vraiment de cette documentation narrative, c'est vraiment de soutenir le client. Et je peux vous promettre qu'on n'a pas besoin d'avoir aucun talent d'écriture, aucun talent d'écriture spécifique. Et c'est juste de se faire confiance et de faire confiance à notre oreille et à notre capacité de redonner les mots au client. Et vraiment, je vais terminer là-dessus. L'idée pour Michael White, que vraiment on reprend et qu'on soutient fortement, c'est que le praticien puisse laisser une trace écrite, non pas pour enrichir le dossier médical comme ça se fait beaucoup par les praticiens, les psychologues ou les médecins,
qui va être mis dans le dossier pour le médecin dans un but technique et pour l'autre médecin. Mais vraiment, la documentation narrative, elle est faite pour soutenir la personne qu'on accompagne dans la nouvelle histoire qui est en train d'émerger, pour qu'elle puisse garder trace et surtout qu'elle puisse faire aussi de nouveaux liens. Et je peux vous dire que dans nos pratiques quotidiennes, et j'en parlais encore hier avec Laurence, on a des gens qu'on accompagne qui, quelques semaines, quelques mois après, disent « Vous savez, l'histoire que vous m'avez envoyée de telle séance, où je l'ai imprimée, je la relis, et elle me fait un effet waouh à chaque fois que je la relis, parce qu'elle m'a permis vraiment de donner un nouveau sens, et je n'avais pas vu que derrière mes mots, j'avais commencé à faire ce nouveau sens. » Voilà, et donc je vais m'arrêter là sur la documentation narrative et je vais laisser Philippe vous parler. Qu'est-ce qu'apportent les pratiques narratives pour nos clients? Alors, en fait, le travail d'accompagnement que proposent les pratiques narratives, nous considérons qu'il permet de guider, d'aider nos clients vers la domestication, vers le contrôle, vers l'éducation, vers le licenciement, vers la maîtrise de leurs problèmes. Et là, en fait, ce qui nous importe, c'est la métaphore qui sera importante pour le client. Ça va même parfois jusqu'à effectivement la dissolution carrément de ce problème, mais ce n'est pas forcément l'objectif de notre client. Et tout ça dans un territoire, dans des paysages qui sont redevenus riches et complexes, et ce qui permet effectivement à la personne de retrouver des marques de ce qui lui est important pour elle, comme l'évoquait tout à l'heure Laurence. Et en fait, l'approche narrative propose une déconstruction des relations de pouvoir, comme l'évoquait tout à l'heure Henri, dans lesquelles l'individu se sent isolé et enfermé face à son problème, et la reconstruction d'histoires alternatives dans lesquelles il retrouve une relation, comme l'évoquait Laurence, avec ses valeurs, ses rêves, ses espoirs. Et elle va permettre effectivement à nos clients de retrouver leur capacité d'action, leur capacité de choix. Elle va leur permettre fondamentalement de pouvoir agir plutôt que d'être agi. Notre idée aussi, c'est un peu ambitieux de notre part, mais on considère que c'est vraiment assez fondamental, c'est qu'elle contribue, cette approche, à révéler quelque part la beauté, l'honneur et la dignité de la vie de nos clients. Et elle permet d'inscrire notamment les effets de l'accompagnement dans la durée, justement, par la revitalisation des capacités poétiques, au sens grec du terme, de la notion de création des personnes qui nous accompagnent. Et comment tout ça se fait-il? On l'a vu, en identifiant des histoires dominantes dans lesquelles la personne se sent engluée, en externalisant le ou les problèmes, parce que souvent les problèmes ne se présentent pas tout seuls, en redécouvrant des fines traces d'autres histoires possibles, et il y en a plein d'histoires possibles, en soutenant l'élaboration de contre-histoires, d'histoires alternatives, d'histoires préférées, comme on veut utiliser le mot. Point important, en regroupant et en mobilisant les personnes ressources de la personne, ce qu'on appelle son club de vie, en accompagnant les gens, en fait, fondamentalement, à redevenir auteurs de leur vie, de leur propre vie, et en consolidant, comme vient de le rappeler Isabelle, consolidant ces nouvelles histoires qui émergent grâce à des dispositifs de témoignage, des dispositifs de documentation narrative. Et je vais maintenant laisser la parole à Laurence, qui va nous dire quelques mots de la formation elle-même que nous proposons au sein de l'IFOD. Oui, alors je vais essayer de ne pas répéter ce que vous trouverez sur le site de l'IFOD et plutôt vous dire dans quel état d'esprit on le fait. Alors pourquoi on est 4 aujourd'hui à vous présenter ce webinaire? Parce qu'en fait, nous sommes 4 à animer, à co-animer cette formation qui se compose de 3 sessions de 3 jours, donc un total de 9 jours. Et donc, on se répartit, et vous avez toutes les combinaisons possibles entre nous 4. On se répartit ces 9 jours en fonction de nos appétences, de nos, pour les différents sujets qu'on aborde, afin de vous proposer une variété, une diversité de points de vue, d'approches pédagogiques, d'expériences aussi, car nous vous partageons beaucoup la façon dont on fait les uns et les autres avec nos clients. C'est donc 3 sessions où vous allez pouvoir appréhender les situations problématiques et trouver les manières d'y répondre, apprendre à conduire des conversations complexes avec l'appropriation des questionnements de référence, parce que le questionnement narratif est très particulier. Et vous allez pouvoir vous y entraîner
beaucoup pendant la formation, mais également en intersession, puisqu'on on propose aux participants de se mettre en groupe de pairs dès la fin des 3 premiers jours. Donc, dans cette formation, les participants pratiquent beaucoup d'entretiens narratifs. On vous fait découvrir, bien entendu, les idées, les pratiques clés, c'est-à-dire que pour nous, c'est essentiel de vous donner une base conceptuelle et théorique pour que vous soyez, en tant que praticien, conscient de ce que vous faites, que vous compreniez pourquoi vous le faites et que vous soyez vraiment un praticien, donc, oui, ce que je dis, en conscience. Quand vous posez une question, vous connaissez l'intention de votre question, vous savez où vous voulez emmener votre narrateur et ce en quoi vous êtes influent. Que vous dire encore? Que c'est une formation qui est impliquante et exigeante, qui nécessite du travail et qui est un véritable parcours de découverte de soi-même également. Pour nous tous ici présents, mes chers camarades du collectif narratif, l'approche narrative a vraiment modifié notre rapport à nos propres histoires et à notre façon de pratiquer notre métier de coach. C'est une formation qui est destinée en fait à toutes les personnes qui interviennent dans les relations humaines. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de ces formations, parce qu'on y rencontre aussi bien des journalistes, des thérapeutes, que des coachs, que des personnes des ressources humaines, que des managers qui ont envie eh bien, d'aller un peu plus loin dans la découverte des relations humaines et comment aider les personnes à retrouver la beauté et la dignité de leur vie. Voilà, voilà. Chers camarades, je ne sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose à notre formation. Non, et on va prendre les questions parce que je vois l'heure qui file. Ah non, et avant, vous avez… Non, pardon. Oui, quelques témoignages. Alors oui, c'est un nuage de témoignages de personnes qui ont déjà participé à nos formations. Mais je crois qu'on va surtout passer à la suite. Allez. Alors, pour la suite, c'est à vous de travailler un petit peu. On vous propose avec Isabelle de répondre à 2 questions sur le chat. Et la première que je vous énonce ainsi: où êtes-vous allé dans ce moment où nous sommes ensemble? Où êtes-vous allé? Où vous ne seriez pas allé sans cet atelier? C'est une question narrative. Où êtes-vous allé? Où vous ne seriez pas allé sans cet atelier? Je vous propose d'y répondre. Il y en a qui tapent. Manger. Je ne serais pas allé voir plus loin, dit Marie-Christine. Cela me conforte dans mon intention de devenir coach, dit Véronique. Jean a envie de relire Paul Ricoeur. Et Aude nous dit qu'elle ne serait pas allée revisiter certaines expériences de coaching. Cela me conforte de travailler sur les séminaires de créativité, d'avoir envie d'utiliser un échafaudage en bambou, dit Pascal. Ça va très vite. Écoutez comme ça résonne fort. Sortir de l'histoire dominante. Eh bien, je vois que ça vous inspire. Je propose à Isabelle de poser la 2e question. Et on vous laisse cheminer avec cette première question, avec la métaphore du voyage. Et bien maintenant, qu'est-ce que ça vous donne envie de faire ? Allez voir sur Wiki d'autres pratiques thérapeutiques, sur le sens, oui, avec Frankl, oui. Faire une balade en forêt, je suis d'accord. Forêt. Ça, c'est sympa. Hein. Écrire des scénarios. Ça vous intrigue encore plus, ça vous donne envie de comprendre. Chouette, 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 sans interpréter, lire des histoires, écrire. Ouais, le monde est structuré comme un langage.
Ah oui, lire Michael White, effectivement, vous avez un très beau livre de Michael White qui a me raconter mes histoires et les écrire, génial ça. Carte des pratiques narratives de Michael White. Faire des ponts entre la psychanalyse et les outils de narration. Lancer sur la recherche du cerveau, les influences par les images, les concepts théoriques, oui. Oui, vous avez déjà des livres, écrire, expérimenter. Oui, comment voir le monde de manière différente sous différents angles. Et la richesse, c'est génial. Les mots employés, l'importance des mots employés, oui. On pense vraiment qu'en approche narrative, c'est le langage qui structure nos idées, nos pensées, nos sentiments, et pas le contraire. Et comment ils influencent nos vies et notre façon de voir le monde. La symbolisation des mots. Écrire ou dessiner, merci de cet apport, c'est intéressant aussi ça. Écrire ou dessiner, l'importance de formuler, de faire des liens avec la notion de filtre et de l'interculturel et de la culture dans laquelle on est, en lien avec toute l'approche sociale et du constructivisme qui est vraiment super passionnant, que j'adore. On va essayer de découvrir les autres, moi-même à travers les histoires dominantes. Beau programme. Ouais. On n'a jamais terminé. Creuser les PN dans un contexte très multiculturel, oui, c'est juste, ok. Merci beaucoup. On va maintenant, vous pouvez continuer à partager vos envies de découverte, d'exploration de ces nouveaux paysages dans la chatbox et on va vous proposer de passer maintenant, à moins que Laurence, Philippe ou Henri, vous ayez besoin ou envie de rajouter quelque chose. Sinon, on pourrait passer à la phase de questions-réponses que Marine va nous synthétiser et puis nous mettre aussi dans la chatbox et vous pouvez continuer à mettre des questions, sachant qu'on a déjà répondu à certaines questions tout au long du webinaire dans la chatbox. Voilà, donc écoutez, merci en tout cas pour nous avoir écoutés pendant presque cette heure entière. J'espère qu'on vous a passionné, en tout cas nous, vous avez, j'espère, senti que ça nous passionnait beaucoup. Et je propose qu'on prenne une première question. Isabelle, tu peux peut-être répondre à Marie-Christine, qui est la première question là-haut, puisqu'elle touche plutôt effectivement à la documentation narrative. Ok, la question est, est-ce que l'on peut dire qu'en lui restituant son histoire, on lui redonne la main pour qu'elle prenne son futur en main d'une autre façon, plus porteuse d'espoir? J'ai envie de dire, oui, c'est exactement ça. Et en lien avec une autre question qui a été demandée tout à l'heure sur la documentation narrative, il ne s'agit pas d'engluer davantage la personne avec son problème, au contraire, il s'agit de lui restituer les mots qui sont porteurs et le sens qu'il a fait, puisque en approche narrative, on va aider la personne de faire le lien entre ses actions, ses expériences et le sens qu'il en donne, et dans l'autre sens aussi extrêmement fort. Et donc, l'histoire va permettre à la personne de relire le sens qu'il a donné à ses actions et aussi à ses intentions. Voilà, donc oui, c'est une façon de lui redonner la main sur son futur et de l'aider à sortir de ce problème qui l'enfermait jusqu'à présent. J'ai envie d'ajouter aussi que à l'issue de certaines conversations, on va pouvoir faire des documentations sous forme de contes qu'on commence carrément. Il était une fois l'histoire d'un petit garçon et on l'a fait à la troisième personne avec les mots du narrateur. Et l'effet qu'on cherche à produire chez notre client, c'est en fait de pouvoir devenir spectateur de sa propre vie. Et cet effet de lire son histoire avec ses propres mots va lui permettre de s'émerveiller en fait pour sa vie, d'être curieux. Lui qui est arrivé avec des conclusions globalisatrices tellement réduites sur lui-même, des conclusions identitaires, genre je suis un mauvais manager, il va d'un seul coup pouvoir découvrir que c'est beaucoup plus que ça. Il y a plein de richesses. C'est peut-être un manager extrêmement empathique qui prend soin des relations, qui fait grandir les gens dans son équipe, etc., etc. Donc ces documentations-là vont réémerveiller les personnes sur leur vie. Il y a une question sur les pratiques narratives en collectif. La réponse est oui, oui, oui. Bien évidemment, l'approche collective peut s'utiliser et s'utilise auprès de collectifs, que ce soit des équipes ou des collectifs différents. Ça fait partie de nos activités assez fondamentales et importantes.
et j'en rebondis d'ailleurs, puisqu'on a parlé un peu plus loin de l'appreciative inquiry. Oui, il y a de la communalité entre les deux. Probablement, l'appreciative inquiry s'est inspiré d'un certain nombre d'éléments de l'approche narrative, puisque historiquement, c'est venu après. Et il y avait aussi une question tout à l'heure sur l'orientation solution. Oui, il y a eu des liens assez étroits entre Steve DeShazer, Bill Handel et Michael White, tout à fait. Oui. C'est une époque qui a été très féconde avec des horizons assez communs. En revanche, je ne connais pas Adrien Rivière, donc il va falloir que j'y voir Adrien Rivière. Ça, je ne peux pas répondre à cette question. Il faut que tu ailles pêcher la réponse. Pour répondre à la question, puisqu'on était tout à l'heure sur la documentation d'Hélène, le risque d'ancrer, non, ne documente pas en étant centré sur l'histoire dominante du problème, hein, bien sûr. Il y a une question qui est posée par Jean. Quid du décalage entre la culture du praticien et du client, dont les mots n'ont pas le même sens? Je pense que le praticien est tout à fait attentif aux mots de son client. Et je ne pense pas qu'il y ait la différence de culture, si elle était à ce point, comment dire, massive et signifiante, il n'y aurait pas de relation possible entre le praticien et le client, il n'y aurait pas de pratique narrative. Respecter les mots de l'autre, c'est pour le praticien les restituer. C'est être une surface réfléchissante pour le narrateur. Et en ce sens, à travers les mots qu'il a dit, mais qui lui sont restitués par le praticien, là se joue la relation. Et là se noue un nouveau sens. On décolle du sens immédiat. Je pense que c'est une réponse rapide, mais il faut la creuser dans ce sens. C'est décoller de la littéralité du sens premier. À partir de là, je pense qu'on a réussi le premier pas dans les pratiques narratives. Oui, vas-y, Laurence. On fait aussi raconter des histoires qui nous font comprendre le sens que les personnes accordent aux mots. Et nous, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ces définitions et cette façon de voir. Mais nous, ce qui nous importe en tant que praticien, c'est ce que le narrateur, lui, comprend et comment il vit ces mots-là dans dans les histoires qu'il a. Juste, je voulais préciser effectivement que quand même dans ces approches culturelles, nous avons une prudence à avoir, nos praticiens, c'est de ne pas vouloir imposer à la personne que nous accompagnons notre propre conception du monde. Et c'est une des grandes vigilances qu'on doit avoir, puisque on voit bien que souvent les normes s'invitent dans les conversations et on va essayer de ne pas imposer notre propre norme pour contrer une norme. Il y a une petite question sur des livres que vous conseillez de lire un peu pour aller plus loin. Oui, il y a des tas de livres et d'ailleurs, nous vous encourageons à aller voir sur le site des pratiques narratives, puisque non seulement il y a toute une bibliographie qui peut vous être utile, mais il y a aussi pas mal d'articles qui peuvent vous aider à poursuivre un petit peu cette réflexion. Oui, bien sûr, on peut pratiquer à distance l'approche narrative. On a été obligé de le faire depuis 2 ans et on le fait et ça le fait, donc il n'y a pas de difficulté. Enfin, si, il y a des difficultés particulières, mais ça donne un peu d'intérêt à la chose. Sinon, la durée et la fréquence d'accompagnement qui a été posée par Valérie, ça dépend tout à fait du domaine d'application. Donc, si vous êtes coach, en gros, et que vous utilisez l'approche narrative, vous allez avoir une approche de durée et de fréquence d'accompagnement qui va être celle d'un coach. Si vous êtes en revanche éducateur, ça va être autre chose. Donc, il n'y a pas une réponse, ça dépend tout à fait de votre domaine d'intervention et de votre mode d'intervention, plutôt que de l'approche narrative elle-même. Alors, les questions sur le prix de la formation, ça peut-être que Marine pourra répondre. Voilà, Marine vous a mis toutes les informations, le lien dans le chat où vous aurez la réponse à ces informations. C'est l'heure ? Pour 2023, on n'a pas encore bloqué les dates, mais si vous avez des idées, c'est le moment de les poser. Comme ça, on en tiendra compte. Il y en a une au printemps, avril, mai, juin, pour les 3 séminaires, et une en automne, octobre, novembre, décembre. Voilà, mais les dates précises ne sont pas arrêtées. On a répondu à toutes les questions, les amis? Certainement pas, j'espère bien. Il y en a une qui a été posée sur la complexité, mais en 1 heure, on n'a pas le temps de déployer toutes les complexités qui naissent précisément de la relation avec un narrateur. Mais je crois que ce qu'il faut retenir peut-être sur la question de la complexité, puisqu'on a effectivement introduit ce webinaire par cette notion,
c'est que dans une relation qui s'énonce au premier abord fermée, cloisonnée, enfermée sur elle-même, la complexité, c'est précisément de la déplier et de voir qu'il y a derrière cette première approche qui est si désespérante au départ, des promesses d'histoires nouvelles. Et c'est ça qu'il faut essayer d'investiguer. Et la complexité, je pense qu'à notre sens, elle est là. On la suscite même, Henri, la complexité, hein, puisqu'on est à... Je la simplifie. Non, on la suscite, on demande et qui y avait-il d'autre dans, voilà, on fait revenir plein de personnages, plein de choses, plein de contextes, parce que pour nous, plus on va complexifier un peu tout ça, et plus ça va être riche, et plus on aura la possibilité de trouver des exceptions, des fines traces d'histoires préférées. Tu as raison. En tout cas, merci pour ces compliments et toutes ces questions. Moi, j'ai juste envie de vous dire que pour moi, ça a été vraiment, j'étais coach depuis des années, je suis psychologue de formation, et ça a été vraiment une autre façon d'envisager la vie, même pour moi, et de mes rapports aux autres, de mes relations et de la façon dont j'envisageais les solutions à mes problèmes. Et pour moi, c'est vraiment une grande ouverture à la fois à la complexité de la vie, et c'est pas simple la vie, mais de complexité dans le sens de la richesse, mais aussi dans la façon dont vraiment on peut vraiment envisager la vie à travers le soutien des relations, mais aussi la déconstruction des normes et la déconstruction des éléments qu'on intériorise et qui sont tout à fait questionnables et qu'on a la liberté de questionner pour soi et pour les autres. Il y a une question, si nous n'arrivons pas à faire sortir notre client de son histoire dominante, bon, alors après, on arrive toujours à décoller quand même la personne de l'histoire dominante. Après, il y a les histoires dominantes pathologiques, et ça, c'est un autre domaine aussi. Et on a des réponses dans notre formation à tout ça, mais voilà, en tout cas, on arrive quand même toujours à faire de la désincarcération cérébrale, comme disait Henri, c'est-à-dire à mettre un peu de jeu dans les croyances du client, dans la relation qu'il entretient avec le problème. Dans les « il faut que »,« je sois ». Ouais. Ok, merci à vous. Hein. On a encore du temps si vous le souhaitez, puisqu'on avait prévu encore du temps de questions-réponses, mais si pour vous c'est ok, et n'hésitez pas à vous documenter. Hein. Laurence tout à l'heure vous a donné l'adresse du site pratiquenarrative.com, où on a plein d'articles, plein d'éléments, donc n'hésitez pas à aller voir, à vous inscrire. Et on serait très heureux de vous retrouver à une prochaine formation à l'IFOD ou à tout autre endroit que le monde nous permettra de créer ensemble, et que vous nous invitiez aussi à des expériences ou des envies que vous avez envie de mener sur l'approche narrative. En tout cas, merci beaucoup. Oui, Laurence vous dit qu'il y a des ressources sur le site, des articles, notamment l'article Vie exotique écrit par Isabelle Laplante, qui est une belle synthèse. À bientôt pour une nouvelle histoire, pour des nouvelles histoires. En tout cas, on serait super content de vous voir pour de vrai. En tout cas, moi. La désincarnation, oui, la décentration, oui, la remise en cause des normes implicites. De nos normes implicites. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont aidantes, et il y en a qui sont enfermantes. Il y a les deux. Hein. Il ne s'agit pas de les foutre à la poubelle. Hein. C'est juste de s'interroger. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire pour moi? Est-ce que c'est OK ou pas OK? On invite la personne à prendre position, en fait. C'est ça pour moi. Si on invite la personne à prendre position par rapport à ces normes. Bien. Merci l'IFOD. Merci, au revoir à tous. Je ne sais pas s'il reste encore des gens, mais en tout état de cause, ça a été un super moment pour nous. Et donc, on espère vous revoir.
Est-ce que vous avez plein de choses à nous raconter, plein d'histoires qui vont nous fasciner, parce qu'on est fasciné par les histoires des autres, ainsi que par les nôtres. Merci à tous. Ok.